psychosocial. Oui. D'abord le biologique. Ces gènes lui ont donné une prédisposition. S'ajoute à ça le deuxième facteur, le psychologique. C'est un psychopathe. Ok. C'est le filtre au travers duquel il a appréhendé son environnement. Enfin, la socialisation, les expériences de la vie. Comme nous tous, il est une manifestation complexe de ces trois facteurs. Donc vous mélangez tout ça et ça donne... Il faut voir Frank comme une espèce d'arme vivante. Ses gènes ont chargé l'arme. Sa psychologie a visé. L'environnement a appuyé sur la gâchette. C'est pourquoi les victimes sont si importantes. Il faut les étudier. « 17 août 2024. Une grande vague d'indignation se lève en Éthiopie et porte une signature. Justice pour Evan. Evan, c'est le prénom de la tendre et jolie fille de 7 ans, sauvagement arrachée à la vie en août 2023 par cet homme, Getnet Bay. Propriétaire de la concession où s'était installé Abdek Yelesh Adeba, jeune infirmière et maman de la petite fille, il profitera du fait que tout le monde vaquait à ses occupations en cette journée chaude du mois d'août afin d'attirer la petite dans une pièce. Il lui mettra alors du sable dans la bouche afin qu'elle ne puisse pas crier. Juste après, la violera de façon si violente que les dommages infligés à son frêle petit corps finiront par la tuer. 1 an plus tard, la justice le condamnera à 25 ans de prison, une peine jugée totalement inacceptable par la population. C'est dans cet ordre d'idées que plus de 243 000 personnes signeront la pétition lancée par l'Association de défense des droits des femmes, une initiative créée dans le but de demander une révision de la peine jugée un peu trop clémente. Plus grave encore pour la maman de la petite Evan, le meurtrier s'échappera du commissariat de Baï, où il était détenu depuis l'arrestation, profitant par là du fait que les milices locales embarrassent combattant l'armée en cours, se soient introduites au poste de police afin de libérer leurs camarades combattants. Et comme si son geste crapuleux ne suffisait pas, juste après son évasion, il menacera constamment la vie de cette pauvre mère déjà dévastée par la perte de son enfant, à tel point que cette dernière et sa deuxième fille passeront le temps à fuir de ville en ville afin de ne pas se faire tuer à leur tour. Comme quoi, la noirceur de cet homme semble n'avoir au final aucune limite. Une chose très importante à souligner pour la petite histoire. Depuis la nuit du 3 au 4 novembre 2020, l'Éthiopie fait face en son sein à une guerre sanglante opposant le gouvernement fédéral au Front de libération des peuples du Tigré. La cause officielle, c'est que le Front de libération est accusé d'avoir attaqué l'armée fédérale, basée justement dans la zone. En représailles, le gouvernement a donc décidé de frapper. Pourtant, une version officieuse des causes du conflit existe et est largement partagée par les habitants du pays, à savoir la marginalisation de la minorité tigréenne du pays depuis avril 2018, c'est-à-dire juste après l'accès au pouvoir du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui se trouve être d'origine Oromo, l'ethnie la plus importante du pays. De plus, les nouvelles élections prévues en 2020 seront reportées à 2 reprises par le gouvernement fédéral en raison de la pandémie coronavirus. Et c'est ainsi que les leaders du TPLF décideront d'organiser des élections non reconnues par l'État, d'où ils sortiront vainqueurs de façon logique. De toute façon, ce qu'il faut retenir pour notre histoire, ce sont ces 2 choses. La première, le viol des femmes et des jeunes filles est systématiquement utilisé comme arme de guerre depuis le début du conflit. La deuxième, qui se trouve d'ailleurs être la plus importante dans notre cas, c'est que c'est principalement à cause de cette guerre que la famille de la petite Evan s'est enfuie dans la ville de Baï, Dar, au nord-ouest du pays, et plus précisément dans la région d'Amara. Son père, d'origine tigréenne justement, s'était fait emprisonner pendant des mois au plus fort du conflit, même s'il n'avait jamais été inculpé. Libéré, il s'enfuira de la ville en laissant derrière lui sa femme Abek Yelesh et ses 2 filles.
C'est ainsi que la pauvre maman, infirmière de son état, contactera une parent éloignée afin de trouver un logement, ce qui tombait bien, car la dite parent était la femme d'un propriétaire bien connu du coin. Ce fameux propriétaire qui se transformera en bourreau sanglant pour la petite Evan Howard. Journée d'août 2023. Madame Abegyelesh est en service dans un hôpital de la place. Comme c'est souvent le cas, elle se trouve dans une salle d'opération et fait partie du groupe d'infirmières censé aider le chirurgien avec le matériel nécessaire. De toute façon, rien de grave à l'horizon, car en ce jour, il s'agit d'opérer l'épaule d'un homme âgé, victime d'une mauvaise chute. Pourtant, la jeune Abegyelesh, pour une raison qu'elle-même ignore, fait quelque chose d'assez inhabituel en ce jour. Elle laisse son téléphone allumé. Première fois depuis sa prise de fonction, dans cet hôpital pourtant très strict au niveau des règles de conduite. Malgré le fait qu'elle savait qu'il lui était formellement interdit, vu son activité d'aide praticienne dans une pièce complètement stérilisée, de laisser un corps étranger, qui plus est, un téléphone allumé. Elle ressentait le besoin viscéral de ne pas éteindre son téléphone ce jour-là particulièrement. De toute façon, quel était le risque? Après tout, personne ne l'appelait jamais au travail. C'est en tout cas ce qu'elle se répétait comme un mantra dans la tête lorsque justement l'impensable se produisit. Le téléphone se mit à sonner en pleine intervention. Panique totale de la jeune maman qui affrontait impuissante, le visage dégoulinant de sueur, le regard plein de reproches de tous ses collègues. Heureusement, une de ses amies assez compréhensive et qui n'avait pas de matériel à passer au chef chirurgien récupérera le téléphone et ira répondre à l'extérieur. Petit ouf de soulagement pour notre infirmière qui ne savait absolument pas que ce serait le dernier moment de soulagement de toute sa vie. Quelque temps après avoir récupéré et répondu au téléphone, les collègues de la jeune dame lui informeront qu'elle a été appelée afin d'être informée du fait que sa fille Evan était gravement malade et qu'elle devait... Incrédule, cette dernière stoppera son service et se précipitera la boule au ventre à la maison. En chemin, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passait, car il était impossible que sa fille soit malade, qui plus est, de façon si subite qu'il faille qu'elle rentre urgemment. En plus, c'est bien Evan qui l'avait réveillée le matin avec son sourire d'ange et lui avait intimé de vite aller se doucher pour ne pas rater le boulot. Justement, lorsqu'elle arrive à la concession, elle remarque quelque chose d'étrange. Personne aux alentours. Elle se dit que peut-être bien après tout, il est possible qu'ils soient tous de l'autre côté, dans le temple du Bouddha. Ce fameux temple très précieux dans la culture éthiopienne et qui est une sorte d'endroit miraculeux où toutes les personnes atteintes de maladies incurables ou de situations désespérées viennent demander un miracle divin. Elle se souvient vaguement que quelqu'un lui aurait dit que les habitants de la concession avaient amené la petite à cet endroit précis. Lorsqu'elle décide donc de s'y rendre, elle s'aperçoit que dans la concession principale, il semble qu'il y ait une personne encore. Relativement soulagée, elle se précipite à l'intérieur et tombe nez à nez avec Getnet Bey, le propriétaire. Il est assis au salon et regarde la télévision comme si de rien n'était. La première chose d'ailleurs qui frappe tout de suite la maman de Evan, c'est le fait qu'il refuse tout contact visuel avec elle et ne répond absolument pas aux seules questions qu'elle ne cesse de lui répéter. En l'occurrence, où est ma fille? Que s'est-il passé? D'habitude, ce monsieur est plus que loquace avec elle, mais là, rien du tout. Il se contente de regarder dans le vide et de répondre par des simples hochements de tête. De plus, il est sereinement assis et semble ne pas du tout être concerné par les événements. Évidemment, sur le coup, la pauvre maman est envahie par une vague d'angoisse terrible et se dit que probablement, s'il se comporte ainsi,
c'est parce que la situation est bien plus grave qu'il n'y paraît et qu'il ne veut juste pas l'inquiéter. Ne pouvant plus supporter ce comportement et cette attente terrible, elle se mettra à crier sur lui. Et c'est alors que deux choses se produiront. Deux choses qui feront comprendre à cette maman au plus profond de ses tripes que dès cet instant, le monde ne serait jamais plus le même. D'abord, lorsque Gednetbay lui répondra enfin, ce sera pour lui dire que sa fille et les autres ne sont plus au temple du Bouddha, mais plutôt à l'hôpital. En plus, lorsqu'il se décidera justement à l'accompagner au dit hôpital, il s'habillera en gabi, une tenue que l'on ne porte en Éthiopie que pour assister aux cérémonies funéraires. Durant le trajet pour l'hôpital, qui a semblé une éternité, la jeune Abek Lielesh sentait son âme la quitter progressivement. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, la nouvelle qu'elle redoutait au plus profond d'elle se confirme. Sa fille, son petit ange, est bel et bien décédée. Choc total, désabus et confusion s'emparent de son être. Elle veut savoir comment est-ce arrivé, que s'est-il passé. Tout en criant, elle sera renseignée auprès des habitants de la concession qui lui confirmeront tous sans exception que la petite Even est morte d'une chute faite à un endroit où les enfants avaient pour habitude d'improviser une sorte de balançoire. C'est là, après cette version, qu'elle se rend compte une fois de plus que quelque chose cloche. D'après les résultats de l'autopsie et les dires des médecins, elle se rappelle avoir bien compris que sa fille n'avait aucun os brisé. De plus, toujours d'après ce que les infirmières lui diront, les parties intimes de la jeune enfant étaient totalement détruites, d'une façon que nous ne décrirons pas dans cette vidéo, par respect pour la mémoire de la petite. Comment est-ce possible après une chute? Encore plus troublant, il y avait des traces de strangulation sur son cou, avec aussi du ciment dans la bouche, un peu comme si on voulait l'empêcher de crier. En bref, les médecins avaient fait comprendre à la maman et à elle seule la vérité. Sa fille chérie venait d'être sauvagement assassinée. Pendant un instant, la douleur violente que ressentait la pauvre mère s'est transformée progressivement en terreur. La cause, tous les habitants de la concession avaient la même version à l'unanimité. Ok, même si on considère que l'hôpital ne les avait pas informés de la vraie cause du décès, toute personne ayant vu l'état du corps de la petite aurait naturellement compris qu'une simple chute ne pouvait pas causer autant de dégâts corporels. Est-il possible que tous n'aient rien remarqué des sévices brutaux qu'avait subis la petite? Impossible, à moins que. Et tandis que la petite voix dans sa tête lui suggérait quelques idées terrifiantes, l'infirmière coupa net le flux de sa pensée et lui annonça une autre info qui finirait de lui glacer le sang. Elle lui dira à peu près ceci. Au fait, le propriétaire de la concession est un peu suspect, madame. Nous l'avons surpris une fois alors qu'il était en train de pénétrer sans notre autorisation dans la salle d'autopsie. Qui plus est, lorsque nous l'avons chassé, il est allé passer un appel des toilettes à quelqu'un. Mais en quoi est-ce suspect qu'il aille aux toilettes pour passer un appel? Demanda la maman affligée. Ce n'est pas l'appel qui est suspect, madame. C'est le fait qu'il ait dit à son interlocuteur que la fille a été assassinée. Comme vous le savez, vous êtes la seule à détenir cette information. À ce stade, même le ciel disparut sur la tête de la pauvre dame. New Jersey, 19 avril 1973. Il est 14h45 en cette belle journée ensoleillée. La petite John Angela d'Alessandro décide d'aller livrer les 2 dernières boîtes de cookies à l'angle de la Saint-Nicolas Avenue où son voisin vient justement de garer dans la première allée sur la droite.
Sa sœur Marie et elle avaient réussi à livrer et à vendre pour le compte des éclaireuses les cookies à tous les habitants de la ville, sauf à ceux de cette dernière maison. John, âgée de seulement 7 ans, était une fille vivace, intelligente et responsable. Elle avait décidé de se charger en personne de la dernière livraison. Le dernier souvenir de sa mère Rosemary sera justement celui de la queue de cheval en train de rebondir fièrement sur la nuque de sa fille adorée qui filait comme d'habitude s'acquitter de sa mission. Elle ne commencera à s'inquiéter de l'absence de sa fille qu'à partir de 16h45, heure à laquelle le professeur de piano de cette dernière s'était déjà pointé à la maison. Aucune trace de John. À cet instant, la maman commence à paniquer, mais ne laisse rien transparaître. Après tout, dans ce quartier où tout le monde va chez tout le monde, il est probable que la fillette se soit rendue chez son amie Tamara, à l'angle de la Saint-Nicolas Avenue et de Vincent Street. Pourtant, après avoir passé quelques coups de fil aux voisins, qui lui font tous savoir qu'ils n'ont pas aperçu John de tout l'après-midi, elle ne peut plus se retenir et en parle à son mari Frank, qui vient de rentrer. Il est exactement 17h50. Analyste en système informatique de profession, Frank D'Alessandro est généralement quelqu'un de taciturne, qui ne laisse jamais transparaître ses émotions. Mais en cette fin d'après-midi, sa femme Rosemary le voit pour la première fois inquiet. Ils décident tous les deux d'appeler la police. Entre-temps, accompagnés de leur fils aîné Frankie, ils vont patrouiller dans tout le quartier en espérant retrouver la petite. C'est après le retour infructueux des recherches que Rosemary se rappelle de la dernière chose que sa fille lui a dit avant de partir, à savoir qu'elle allait livrer chez le voisin qui venait de garer au coin de la rue un certain Joseph McGowan. Ce dernier, professeur de chimie au lycée Tappanzee à Orangeburg, dans l'État de New York, était décrit par les enfants comme quelqu'un de très gentil. C'est donc avec une certaine appréhension qu'elle se dirigea vers la maison de ce dernier, faite en briques et belle sur 2 niveaux et qui avait une allée et un garage double sur la gauche de la façade. Elle monte les 5 escaliers qui mènent au perron et sonne. Il est exactement 18h50. Lorsque Joseph ouvre la porte, Rosemary remarque qu'il vient de se doucher et semble très relax. C'est donc naturellement qu'elle lui pose la question de savoir s'il n'aurait pas vu sa fille quelque part dans les environs. La réponse de Joseph est un non catégorique. Il déclare n'avoir jamais vu John en ce jour. C'est juste après cette réponse que Rosemary ressent une boule dans le ventre, car sans pouvoir l'expliquer, ce monsieur venait de lui laisser une forte impression. Plus tard, avec le recul, elle dira que c'est sa réaction nonchalante, ou plus précisément, son absence de réaction qui l'avait profondément mise mal à l'aise. Autre chose, en regardant à l'arrière de la maison, elle remarque la présence d'un gros camion de pompiers devant chez lui, et cette fois-ci, sans pouvoir se l'expliquer, elle éclate en sanglots. Joseph, cigare à la bouche, la regarde, aucune réaction. Plus tard, durant les jours qui suivirent, la police interrogea tous les voisins et patrouilla avec l'aide de la communauté à la recherche de la petite John D'Alessandro. Évidemment, Joseph McGowan participera aux recherches. Vu l'événement exceptionnel, le chef de la police Varisco prendra en charge personnellement cette affaire et vu son efficacité d'entrée de jeu, il fera interroger
2 suspects qu'on avait aperçus dans la zone le même jour de la disparition de la petite fille. Malheureusement, il s'avéra que c'était une fausse piste, car le premier cherchait un nouvel appartement, tandis que le second était tout bonnement perdu. Pourtant, la police commence à s'intéresser de très près à Joseph McGowan. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que, malgré son absence de casier judiciaire, il était quand même la dernière personne censée avoir vu la petite John en vie. De plus, le lendemain de la disparition de la jeune fille, son père avait surpris, vu qu'il n'avait pas dormi de la nuit, Joseph sortir les poubelles très tôt à l'aube. C'est ainsi que la police l'interroge vendredi et samedi afin de déterminer son alibi. Le monsieur, calme et gentil, continue de nier avoir vu John. À l'heure où elle était censée être passée chez lui, il prétend à la police qu'il était au supermarché. Mais la voiture, celle qu'il conduisait généralement, venait justement d'être garée dans l'allée lorsque John y est allé, lui répond la police. Et à cette heure, cela correspondait justement à la fin des cours au lycée où il enseignait. Alors, comment est-il allé au supermarché sans que quelqu'un n'ait pu le voir? Réponse: il est allé au supermarché à pied et personne ne l'a vu repartir. C'est à partir d'ici que ces réponses deviendront de plus en plus intéressantes. À quelle caisse avait-il réglé ses achats? Il ne se rappelait pas. Où se trouvait le ticket de caisse? Il pensait l'avoir jeté. Pouvait-on fouiller les poubelles? Eh bien non, car les éboueurs étaient déjà passés. Qu'avait-il acheté exactement? Des steaks et des pommes entre autres. Pouvait-on voir les steaks au congélateur? Non, sa mère et lui les avaient déjà mangés. Dans ce cas, les policiers le soupçonnaient de plus en plus. Et pour cause, très souvent, les criminels dits intelligents ne savent pas que si la plupart du temps, la police a pour habitude de recueillir des indices afin de les attraper, c'est-à-dire en se basant sur ce qu'ils ont fait, lorsque la situation l'exige, ils ont recours à une autre méthode, beaucoup plus subtile et difficile à contrer, c'est-à-dire se baser sur ce qu'une personne normale aurait dû faire dans une situation donnée, mais que criminels n'ont justement pas fait. En statistique, instrument privilégié et très utilisé en criminologie, cette approche porte un nom: le test de signification de l'hypothèse nulle. Technique mise au point par Fisher, fondateur moderne de la statistique au début du XXe siècle. En quoi consiste-t-elle? Supposons que vous disiez avoir des pouvoirs capables de faire se lever le soleil au petit matin. Pour preuve, vous dites à votre interlocuteur de se lever à 5 heures du mat et il verra que vous avez raison. Évidemment, en supposant que votre interlocuteur soit un être humain qui sait naturellement que ce que vous dites n'est pas vrai, il lui suffira de vous répondre que même si vous n'êtes pas là, le soleil se lèvera quand même de la même façon à 5 heures du matin. C'est cette négation de votre supposé pouvoir de kinesthésie que l'on nomme en statistique l'hypothèse nulle. Il faut savoir qu'il est très difficile, que ce soit en évaluation scientifique ou autre, de vérifier les effets ou du moins d'éliminer cette fameuse hypothèse nulle. Dans le cas d'une enquête policière, c'est cette méthodologie qui permet d'éliminer quelqu'un de la liste des suspects ou au contraire, de bien le conforter dans ce sens. Par exemple, durant la très célèbre affaire d'O.J. Simpson, on a demandé à Tom Lange, à l'époque inspecteur chargé de l'enquête, comment il avait fait pour soupçonner le célèbre sportif à l'époque du meurtre de son ex-femme et de son ami.
Il a répondu que bien qu'O.J. Simpson a été très accueillant et coopératif durant l'entretien, ce qui lui avait paru suspect, c'est que ce dernier ne lui avait posé aucune question sur les circonstances réelles de la mort de sa femme. Avait-elle souffert? Qui était le suspect principal? Des questions qui sont statistiquement posées par les proches d'une victime en général. Élimination de l'hypothèse nulle, disions-nous. Pour revenir à notre cas, la police commencera à insister sur l'interrogatoire de M. Gohan et ce dernier s'enfoncera progressivement dans des contradictions de plus en plus évidentes. Qui plus est, lorsqu'il sera soumis avec son consentement au détecteur de mensonges, il échouera lamentablement. Fatigué d'être coincé, Joseph McGowan s'effondrera et demandera subitement à voir un prêtre pour se confesser. C'est durant cette confession qu'il avouera tout. Il dira ensuite à la police qu'après avoir tué John, posé son corps dans le parc d'État d'Harriman, comté de Rockland à une trentaine de kilomètres, il était retourné tranquillement à la maison. Lorsque le chef Varisco annonça à 16 heures du même jour la nouvelle à Rosemary en présence du même prêtre, elle déclarera de façon froide et implacable « Je veux le tuer ». Et lorsque le prêtre lui dira qu'on ne dit pas ce genre de choses, le chef de police Varisco effondré répondra « À quoi vous attendiez-vous, mon père ?» À ce point de l'histoire, vous vous demandez certainement quel est le rapport entre cette affaire et celle de la petite Evan Howard. Eh bien, pour le comprendre, revenons un instant 51 ans plus tard à Baïda, dans la région d'Amara, en Éthiopie. Ce que vous voyez là est une interview faite aux membres de la famille de Gednet Bey, le tueur et bourreau de la petite Evan. Celle au milieu n'est autre que sa femme. On est justement en train de l'interviewer pour le crime orchestré par son mari. Si vous observez attentivement ces images, vous noterez deux choses. On remarque que la femme du chef occupe largement l'espace et fait des mouvements amples, tandis que les deux autres forment juste une sorte de bouclier autour d'elle. Un peu comme dans le règne animal, où nous avons le meneur et les autres tout autour pour se protéger mutuellement. Bien sûr, c'est elle qui mène l'interview et dicte la version des faits, ce qui signifie que sans l'ombre d'un doute, c'est celle-ci qui sera systématiquement partagée par toute la tribu. Où cette observation nous mène-t-elle? À la déduction suivante. Il existe une hiérarchie établie de type vertical dans cette famille. Ce qui veut dire que la version de l'histoire que partagera Madame Bey sera l'unique version indéfectible que nous obtiendrons du côté de la famille de l'accusé. Or, que nous apprend cette dernière? Dans le jargon de certains des meilleurs spécialistes mondiaux en techniques d'interrogatoire moderne et détection de mensonges, il existe deux termes qui reviennent constamment, le timing et les clusters. En gros, comme son nom l'indique, le timing représente le laps de temps nécessaire à un individu pour répondre à une question posée. Les spécialistes estiment qu'une réponse spontanée ne doit pas prendre plus de 5 secondes en moyenne pour sortir, car si l'on considère que la vitesse avec laquelle nous pensons est au moins 10 fois plus grande que celle avec laquelle nous parlons, c'est que généralement après 5 secondes, le cerveau est déjà dans un processus de pensée et donc d'absence de spontanéité. Ce qui ne veut pas forcément dire que la personne interrogée ment, mais que presque certainement, elle pense à comment vous répondre, ce qui est presque toujours un indicateur du fait qu'il faille creuser dans cette direction. Les clusters, quant à eux, regroupent la combinaison d'au moins 2 comportements à fort indice de tromperie qu'une personne manifeste durant la réponse à une question donnée. En général,
il existe de nombreuses typologies de comportements potentiellement trompeurs que nous pouvons malheureusement tous citer ici, mais pour des raisons évidentes de longueur de la vidéo, nous nous en abstiendrons. Ce qu'il faut retenir, c'est que les comportements se manifestent de façon verbale et non verbale, comme vous le savez déjà probablement. Et parmi les clusters les plus pertinents dans le processus de détection d'un mensonge, il existe une catégorie bien à part, très souvent utilisée par les personnes qui, pour une raison ou une autre, se trouvent en difficulté face à une certaine question donnée. Cette catégorie est classée sous l'appellation de qualificatifs. Il en existe de deux sortes, les qualificatifs d'exclusion et les qualificatifs de perception. Les qualificatifs d'exclusion permettent aux personnes qui l'utilisent de répondre de façon véridique à votre question tout en prenant soin de cacher une information précise. Très souvent, ceux qui l'utilisent emploient des termes comme fondamentalement, probablement, très souvent. En revanche, les qualificatifs de perception, quant à eux, permettent de renforcer la crédibilité de celui qui répond aux questions. Ici, la personne va souvent utiliser des termes comme franchement, en toute sincérité ou honnêtement. Bien sûr, cette catégorie de cluster est souvent combinée à d'autres comme l'invocation de la religion, un comportement subitement agressif après une question précise, une excessive gentillesse. Vous avez compris l'idée. Il faut bien sûr tenir à l'esprit qu'au-delà de l'analyse des incohérences dans les réponses d'une personne, une composante fondamentale à tenir en compte dans cette optique regarde principalement le profil psychologique de cette dernière. Est-elle sociopathe, psychopathe? Souffre-t-elle de délire paranoïaque? Ou est-elle tout simplement atteinte de démence et dont ne peut en aucun cas être tenue responsable de ses actes? En somme, à quel point cette personne peut être considérée comme dangereuse pour la société? C'est d'ailleurs la recherche d'une réponse à cette question par rapport à Joseph McGowan qui permettra de faire le lien entre l'affaire de la petite Evan Awot en Éthiopie et celle de John Angela D'Alessandro aux États-Unis. Deux crimes affreusement commis à deux époques qu'on pourrait qualifier de différentes et surtout dans deux continents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pourtant, c'est ici que prend tout son sens la phrase de l'un des plus grands criminologues du monde en exercice, Xavier Hofer. La criminologie, c'est l'étude des invariants, ce qui est stable, ce qui est fixe. Quels sont les grands invariants entre ces deux affaires? Eh bien, découvrons-le ensemble. En 1877, deux psychiatres français, Ernest-Charles Lasègue et Jean-Pierre Falney, décrivent pour la première fois dans le monde médical un phénomène assez troublant qu'ils nomment folie à deux. Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux numéro 4, plus connu sous le nom de DSM, ce phénomène est encore appelé trouble psychotique partagé et désigne un phénomène psychiatrique qui se manifeste lorsqu'une personne commence à adopter les comportements délirants d'un proche à elle, évidemment psychotique à son tour. Pour faire simple, c'est lorsque deux ou plusieurs personnes construisent leur vie ou une partie de leur vie ensemble autour d'un délire commun. On dit folie à deux, mais on peut aussi parler de folie à plusieurs. Lorsque plus de deux personnes, généralement les enfants d'un même foyer ou d'une même famille, reproduisent le délire d'un des parents dominants. D'ailleurs, on parle aussi souvent de délire en famille. Pour ceux qui se demandent souvent pourquoi certaines familles sont victimes de phénomènes particuliers, se transmettant de génération en génération, il s'agit le plus souvent d'une déclinaison plus ou moins prononcée de ce phénomène que beaucoup de cultures africaines, par exemple, traduisent par la fameuse malédiction des ancêtres.
Une chose très importante à souligner par rapport à ce diagnostic qui demeure une curiosité psychiatrique, c'est qu'il n'est pas toujours facile de définir clairement si le comportement partagé est réellement une psychose ou tout simplement un délire. La différence? Les délires résultent de convictions et de sentiments et peuvent donc se transmettre. Généralement, dans ces cas, ils sont transmis par une personne dominante qu'on qualifie de primaire ou d'inductrice. On parle alors de folie imposée. Les psychoses, quant à elles, sont généralement les mécanismes génétiques de ces délires et ne se transmettent donc pas. Pour le moment, il faut considérer qu'à la base, dans un cas d'assassinat violent, il y a déjà une composante génétique qui prédispose à un comportement violent, mais les mécanismes par lesquels le meurtrier a tendance à justifier ses actes relèvent le plus souvent d'un délire. Dans le cas de l'assassinat de la petite Evan Abbott, on le voit aisément sur les vidéos où toute la famille du meurtrier justifie littéralement l'atrocité des blessures infligées à la pauvre victime par le fameux rituel du Bouddha. Par exemple, voici quelques-unes de leurs justifications. À propos des traces de javel prélevées sur le cadavre de la petite qui, selon le légiste, aurait servi à effacer toute preuve pouvant incriminer le tueur, ses sœurs répondront que ce sont elles qui ont lavé le corps de la petite dans la maison du Bouddha avec de l'eau de javel et qu'il n'y a en cela rien d'étrange, pour la simple et bonne raison qu'elles ont l'habitude de le faire avec leurs propres enfants. Quant au ciment dans la bouche, qui aurait vraisemblablement empêché la petite de hurler durant les terribles sévices qu'elle a subis, les mêmes sœurs du meurtrier prétendront que ce ciment n'était autre que de l'argile curative qu'elles ont elles-mêmes mise dans la bouche de la petite Evan. Dans quel but? Simplement pour soigner ses blessures, répondront-elles. Mais pourquoi diable mettre de l'argile dans la bouche et non sur le corps? Pas de réponse, ou plutôt réponse d'une sœur qui demande simplement de se mettre en prière, car toutes leurs actions ont été guidées par l'esprit du Bouddha. Psychose ou délire. Dans le cas de Joseph McGowan, lorsqu'on a voulu savoir pourquoi il a violé et assassiné la pauvre petite John D'Alessandro, sa réponse, bien qu'utilisant une logique plus rationnelle, n'en demeure pas moins particulière. Il déclarera ceci à John Douglas. « John, quand j'ai entendu frapper à la porte et que j'ai vu qui se trouvait là, je savais que j'allais la tuer. » Sans s'arrêter, il ajoutera ceci. « Je peux éprouver deux sortes de rage. La rage rouge me contrarie, mais je peux tourner la tête, me concentrer et la maîtriser, comme lorsqu'on me fait une queue de poisson ou durant un conflit à l'école. Mais la rage blanche, je ne peux rien y faire. » C'est ce que vous ressentiez quand John est venu chez vous? Demandera l'enquêteur. Ouais, exactement. Cette réponse à elle seule suffira à glacer le sang de l'agent du FBI qui avait simplement pour but d'évaluer si Joseph McGowan pouvait bénéficier d'une libération conditionnelle après ses nombreuses tentatives infructueuses dans ce sens. Pourtant, c'est lorsqu'il avança de plus en plus dans les questionnements qu'il prit définitivement sa décision. En bon enquêteur expérimenté qu'il était, John Douglas attirera Joseph McGowan dans un piège très subtil qui allait littéralement signer sa condamnation à perpétuité, sans possibilité de libération aucune. Il lui demandera de façon innocente « Joe, où envisagez-vous d'aller quand vous sortirez de prison ?» Remarquez bien l'usage du « quand » au lieu du « si » dans cette question apparemment anodine. Ce dernier répondra qu'il s'installerait à New York chez un ami électricien et travaillerait comme assistant pour ce dernier. Évidemment, l'enquêteur surpris lui demandera comment comptait-il s'en sortir financièrement, puisqu'étant lui-même originaire de la ville, il pouvait lui confirmer avec certitude que la vie y était devenue très chère. C'est alors que la réponse du tueur
finira de l'achever. Il lui avouera qu'à la mort de sa mère et de sa grand-mère, il avait reçu beaucoup d'argent grâce à leurs assurances vie et la vente de leur maison. Juste après, il avait placé l'argent dans un autre état, un bon pactole. Naturellement, l'agent du FBI lui demandera pourquoi dans un autre état. Réponse: je n'ai aucune envie que la famille de la victime puisse y toucher. Une absence de remords totale. Le plus incroyable, c'est que tout ça était rendu possible par sa mère, Geneviève, qui avait soigneusement préparé un plan à partir duquel son fils Joseph, une fois sorti de prison, ne manquerait absolument rien du tout. Elle était donc dans le coup. C'est alors que l'enquêteur ressortit ses notes, car il se souvenait avoir entendu par les proches de Geneviève McGowan que cette dernière détestait terriblement Rosemary d'Alexandre, la mère de la victime. D'ailleurs, elle disait à qui voulait l'entendre que son fils Joseph n'avait rien fait de mal et que si cette petite fille, John, n'avait pas mis les pieds chez elle, la vie de son fils chéri n'aurait pas été gâchée. Comme quoi, l'empathie n'était pas l'émotion la mieux partagée chez les McGowan. Au fait, cela ne vous rappelle rien? De plus, l'enquêteur chevronné du FBI, spécialiste de l'analyse comportementale, se rappellera du regard noir que Geneviève McGowan lancera à la mère de la victime, Rosemary, lors du procès qui les opposera par la suite. Tous ces éléments et le fait qu'elle avait tout prévu afin que son fils hérite d'une somme confortable à sa sortie de prison suggèrent clairement un soutien indéfectible de sa part, malgré le geste crapuleux et cruel de son enfant. Évidemment, Joseph McGowan ne sera absolument pas autorisé à une libération conditionnelle, car l'enquêteur soulignera que bien que les éléments de langage de ce dernier semblent suggérer une sorte de psychose, il est clairement évident qu'il a minutieusement prémédité l'assassinat de la fillette, car autrement, il l'aurait tuée à l'entrée de sa maison. Il faut dire qu'il a quand même pris le temps de la tirer au sous-sol de la maison, de la tuer et de se débarrasser du corps tout en brouillant les pistes des enquêteurs. On est très loin là d'une psychose. Ce même raisonnement s'applique avec la famille de Gedney Bay, qui curieusement a choisi d'effectuer toutes les seules actions nécessaires à la destruction de preuves dans leur soi-disant prière au Bouddha. On dirait aussi une sorte de justification bien placée afin de masquer la préméditation. Ceci dit, dans les deux cas, on observe toujours une forte présence d'autorité très intime dans le milieu du tueur. Que ce soit la femme du meurtrier dans le premier cas ou la mère de ce dernier dans le second cas. Et ces deux figures semblent rassembler à elles seules les trois traits de caractère fondamentaux du prédateur parfait, à savoir la manipulation, la domination et le contrôle. Ce que vous venez de voir, c'est la réaction de la femme du meurtrier Gedney Bay lorsqu'on lui présente la photo de la pauvre petite Evan. Elle sourit tout simplement. Le plus terrible, c'est d'ailleurs ce qu'elle ajoute juste après. Elle prétend sérénement qu'il s'agit de la photo d'un animal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces deux comportements, elle coche de plein fouet aux principaux indicateurs de sociopathie, à savoir une absence de remords et une absence de peur. Regardez bien, ça c'est la réaction d'une personne normale. Et ça, c'est la réaction d'un potentiel sociopathe. Qui plus est, quelle mère saine d'esprit sourirait aussi sereinement à la vue du cadavre d'un enfant? À supposer même que ce n'est pas la photo en question, rien qu'à imaginer la douleur d'une mère comme elle, ce genre de réaction n'est pas du tout une option. De plus,
le fait de dépersonnaliser la pauvre victime en la présentant comme un animal lui permet de faire ce que tous les sociopathes violents savent bien faire: se distancier émotionnellement de leur victime et ainsi mieux être alignés avec leur absence de remords. Dans le cas de Joseph McGowan, on se souvient du fait qu'elle accuse carrément la victime d'être à l'origine de sa propre agression et de son propre meurtre, qui, soit dit en passant, aurait gâché la vie de son fils. Sans compter le fait qu'elle fera tout son possible pour transférer l'argent de l'héritage dans un autre État, le léguer à une nièce, juste pour s'assurer que la famille de la petite John D'Alessandro ne touche pas un radis. Absence totale de remords et d'empathie pour les victimes. Au cas où vous penseriez que la similitude entre les deux cas n'est pas si pertinente vu que dans le premier il s'agit de la femme du tueur, tandis que dans le second il s'agit de sa mère, voici une information que vous devez savoir. Joseph McGowan a avoué auprès de la police que ce qui avait déclenché sa rage meurtrière, c'est le fait que quelques jours auparavant, sa mère Geneviève l'avait obligé à rompre avec sa fiancée, qui manifestement voulait voler sa place auprès de son fils. Une conclusion évidente qui s'impose d'elle-même. Sans compter le fait que Joseph McGowan, à l'époque des faits, est un jeune homme de 27 ans, très intelligent, détenant plusieurs masters en sciences, qui vivait encore dans le sous-sol de sa mère, contre qui il ne pouvait tout bonnement jamais s'opposer. En somme, il vivait dans la maison familiale, quoi. Dans cette vidéo, nous venons d'analyser dans les détails le meurtre violent de deux petites filles de 7 ans dans deux continents différents et de cultures diamétralement opposées. Si nous appliquons à la lettre la définition de Xavier Hofer, selon qui la criminologie c'est l'étude des invariants, nous pouvons dire sans trop de risque de se tromper que le visage du mal autour de nous peut avoir comme genèse l'invariant principal suivant: la structure de base familiale. Souvenons-nous, tous autant que nous sommes affectés d'une façon ou d'une autre à des degrés différents de troubles psychologiques fondamentaux. Mais comme d'habitude, c'est lorsque cette tendance vire à l'extrême qu'elle peut dériver et devenir potentiellement dangereuse pour la société. Les deux cas que nous avons étudiés nous montrent simplement qu'il faut faire très attention aux structures familiales polarisées, principalement autour d'un seul individu, surtout si ce dernier affiche des tendances pas si éthiques que ça. Aussi, la présence d'un homme en état totalement adulte et jouissant de toutes ses facultés intellectuelles et mentales auprès de sa famille nucléaire, et ce de façon non ponctuelle, devrait dresser les antennes de toute personne responsable et attentive. Évidemment, toute l'analyse faite dans cette vidéo ne vise à aucune sorte de jugement envers des personnes et ne fait en aucun cas office de diagnostic psychiatrique pour votre entourage. Tout ce que nous rappelons ici, c'est qu'avec un peu d'attention et d'observation, il est possible pour tout un chacun de reconnaître autour de lui tout schéma comportemental pouvant créer des Getnet Bay et des Joseph McGowan. Cela dit, comme vous le savez déjà, cette chaîne croit fermement que l'intelligence et l'éducation de qualité feront toujours triompher la lumière sur les ténèbres. Sur cette lancée, un seul mot: armez-vous. Merci de votre attention.